Belle soirée à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Les regards de la Côte d'Ivoire se tournent vers les énergies renouvelables. Le pays vient de lancer les travaux de construction d'une deuxième centrale photovoltaïque à Ferkessédougou. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly présente l'ambition du président de la République Alassane Ouattara, celle de passer à 45% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, un investissement de 41 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire et le Maroc renforcent leur coopération au niveau de l'éducation. Une délégation marocaine conduite par Bajaoui Fatima, présidente de Smart Africa Student, a rencontré la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Maria Tokoné. Au cœur des échanges, la remise de bourses d'excellence destinées à récompenser des bacheliers ivoiriens. Et puis ce soir, on jette un regard sur les femmes qui transforment le manioc et les graines de palme à aboisseau. Elles produisent l'aziéké et le savon. Ces activités vont leur permettre d'être autonomes financièrement. Avec abnégation et courage, ces femmes participent au développement économique de leur localité. Bienvenue à vous tous. On prend tout de suite la direction de la région du Tchologo à Ferkessédougou. Pour être très précis, la Côte d'Ivoire vient de lancer les travaux de construction d'une deuxième centrale photovoltaïque. Notre pays se tourne vers les énergies renouvelables. C'est l'ambition du président de la République qui est de passer à 45% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Soro Corona. Par ce geste symbolique, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, lance les travaux de construction de la deuxième centrale photovoltaïque de la Côte d'Ivoire. Le pays veut atteindre le mix énergétique de 45% en énergie renouvelable à l'horizon 2030 et un taux de couverture électrique de 100% d'ici fin 2025. Le président s'est rendu compte qu'une chose est d'électrifier une localité, une autre chose est que les populations qui vivent dans cette localité aient de l'électricité dans leur maison. D'où la mise en place du programme d'électrification pour tous, le PEPT, qui a permis de connecter aujourd'hui près de 4 millions d'Ivoiriens. Ce projet ambitieux qui incarne la vision du chef de l'État est réalisé par un privé à plus de 41 milliards de francs CFA. Dès la fin de l'année 2025, cette centrale photovoltaïque de dernière génération et d'une capacité de 50 MW crête produira chaque année près de 90 gigawattheures d'énergie propre, permettant ainsi d'alimenter plus de 370 000 foyers dans cette belle région du Tchologo. Les populations de la région du Tchologo saluent la réalisation de ce projet novateur. Pour 2025, plusieurs centrales photovoltaïques seront construites dans le pays, a annoncé Mamadou Sangafoua Coulibaly. Il y a une autre centrale à Bondou pour laquelle nous allons poser la première pierre avant la fin de ce mois. Il y a une autre centrale qui est prévue à Korogo, il y a une centrale qui est prévue à Kong, il y a une qui est prévue à Katiola, il y a une qui est prévue à Soubré. Enfin, nous avons vraiment suivi quasiment l'ensemble du territoire, notamment la localité où nous avons un ensoleillement qui permet d'avoir un rendement intéressant. À travers ces centrales, la Côte d'Ivoire veut basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. La centrale photovoltaïque de Ferkessédougou est la deuxième après celle réalisée à Boundiali. Et toujours pour le bien-être des populations, on s'organise du côté d'Abobo. La maire Kandia Camara installe 50 comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène. Nous Sangaré, Franck Quadio. Par ce geste, Kandia Camara, maire d'Abobo, donne le top départ de l'opération Grand Ménage dans sa commune. Objectif, débarrasser rues, ruelles, quartiers et sous-quartiers des ordures et eaux usées. Pour l'atteinte de cet objectif, 50 comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène viennent d'être installés. On va sensibiliser les uns et les autres. D'abord pour le bien fondé de la propriété et maintenant mettre en exécution le programme du gouvernement. Faire en sorte que vraiment tout le monde puisse vivre dans un cadre sain, propre. Au niveau des différents quartiers, nous avons mobilisé nos différentes bases à l'effet d'assainir leur quartier et travailler à ce que Abobo soit la commune la plus propre. L'année 2025 a été placée sous le sceau de la salubrité et du civisme par le conseil municipal. C'est pourquoi le premier responsable, Kandia Camara, exhorte les populations d'Abobo à s'approprier cette opération de salubrité. Nous ne voulons plus que les femmes versent l'eau sale dans les rues. Nous ne voulons plus que les hommes raccordent les toilettes de leur domicile au caniveau. C'est pas ça, c'est pas normal.
Notre objectif est d'améliorer considérablement les conditions de vie et de travail des Abobolais et des Abobolaises. Cette action grand ménage bénéficie du soutien du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité qui offre pour l'occasion un lot de matériel à la commune. Dans cette même dynamique, Kandia Camara et plusieurs personnalités de la commune ont été élevés au rang d'ambassadeurs de la salubrité par le ministère. Et dans le domaine de l'éducation, je le disais en titre, la Côte d'Ivoire et le Maroc renforcent leur coopération. Une délégation marocaine conduite par Bajaoui Fatima, présidente de Smart Africa Student, a rencontré la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné. Au cœur des échanges, la remise de bourses d'excellence destinées à récompenser des bacheliers ivoiriens après un concours. Sephora Zegui a les détails. Les relations Côte d'Ivoire-Maroc se portent bien. Cette année encore, le royaume chérifien a décidé d'offrir 10 bourses d'études pour permettre aux bacheliers ivoiriens de poursuivre leurs études dans de prestigieuses universités. L'université, depuis sa création, il n'a pas hésité éventuellement à développer son réseau à l'échelle continentale et la présence des étudiants ivoiriens a marqué quand même de l'excellence à l'université. C'est ce qui justifie qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je suis accompagnée par de prestigieuses universités marocaines dans le cadre de le lancement de la bourse d'excellence et l'excellence académique ivoirienne. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Madame le ministre. Sans elle, cette initiative n'aura pas vu le jour. Ingénierie, intelligence artificielle, énergie renouvelable, management, agro-industrie et industrie pharmaceutique. Ces filières sont autant d'opportunités offertes aux jeunes Ivoiriens. C'est vraiment une grande joie pour l'État de Côte d'Ivoire de savoir que des élèves, à l'issue de leur baccalauréat, pourront, à travers un concours, les meilleurs, les excellents, pourront bénéficier donc de ces 10 bourses et pouvoir se former. Et le Maroc nous aide à former ainsi le capital humain de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment dire un grand merci au peuple marocain. Pour cette année, elles vont couvrir l'intégralité des frais académiques et les billets d'avion. Notons que la formation du capital humain est une recommandation des EGENA, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans la formation continue, le Fonds de développement de la formation professionnelle veut mobiliser des ressources. Le FDFP a organisé une session de réflexion sur le financement et les offres de formation pour les entreprises. Ces travaux permettront d'évaluer les besoins en formation et élaborer les projets. Jean-Marc Adjadji. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, étudie les perspectives de financement des offres de formation. Face à l'afflux croissant de demandes au cours des 2 dernières années, l'institution veut accroître ses capacités d'intervention. Évidemment, les entreprises vont gagner déjà en efficacité par rapport à nos modes d'intervention, par rapport à la pertinence et à la justesse de nos interventions, et notamment en ce qui concerne le secteur informel, le secteur non structuré, l'agriculture, qui sont des secteurs très abondants en emploi, les très petites entreprises. Donc vont avoir en face, en ce qui concerne les prestations du FDFP, un ajustement, un alignement sur leurs besoins et une pertinence de nos interventions. Les conclusions de ces travaux serviront de base à un plaidoyer. Celui-ci sera présenté lors d'une conférence nationale des bailleurs pour le développement des compétences prévue au premier semestre de l'année 2025. Le FDFP, qui existe depuis 1991, est l'institution en charge du renforcement des compétences des travailleurs du secteur public et privé. On en vient à la rentrée solennelle du ministère de l'Environnement. Le ministre Jacques Assaoré-Conan, lors de l'événement dans la forêt du Banco, a engagé tous les démembrements du ministère à la synergie autour des grands défis et enjeux climatiques de l'heure. Franck Quadio, Zakaria Traoré. Après une année 2024 axée sur la visibilité de l'action gouvernementale, Jacques Assaoré, à la faveur de la rentrée solennelle 2025 du ministère de l'Environnement, indique à l'ensemble des structures sous tutelle la vision pour les 11 mois à venir, surtout que l'année écoulée. Nous avons fait adopter le projet de loi sur le changement climatique. Nous avons créé un comité pour réfléchir sur la mise en place
d'un éco-organisme dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique. Nous avons élaboré un portefeuille national de projets pour booster la mobilisation des ressources. N'empêche, les relents du changement climatique et l'incivisme sont restés préoccupants. Le rétrécissement de la lagune ébriée avec la perte d'une superficie de près de 2,5 millions de mètres carrés causée par les remblayages et dont 80% des activités ne disposent ni d'autorisation ni d'études préalables. La mortalité brusque de près de 3000 tonnes de poissons dans la baie de Biétry en mars 2024. Les plaintes récurrentes des populations du fait des activités des cimenteries. En clair, de nombreux défis à relever. C'est pourquoi j'ai décidé de placer cette nouvelle année sous le signe de la rigueur dans l'application de la réglementation environnementale, en choisissant comme thème de l'année le respect des normes environnementales. Le ministre en charge du développement durable appelle donc l'ensemble de ses collaborateurs à l'application des réformes en lien avec le nouveau code de l'environnement, un engagement pris par l'ensemble du secteur lors de cette rentrée solennelle dans le cadre boisé du Parc national du Banco. Et place à notre informel ce soir qui nous conduit à Diatokro dans la localité d'Aboisseau. Coup de projecteur sur les femmes qui transforment le manioc et les graines de palme. Elles produisent l'attiqué et le savon. Ces activités leur permettent d'être autonomes financièrement et de participer au développement de la localité. Eugène Atoubé. Ici, une unité de fabrique artisanale de savon appelée Kabakro, bien connue des populations en Côte d'Ivoire. La production est journalière. L'œuvre des femmes, aidée par quelques hommes assurant des tâches spécialisées dans le processus de fabrication. Bienvenue à Diatokro, village de la région du Sud-Komoué, à une quinzaine de kilomètres d'Aboisseau, le chef-lieu de région. Je paye huile rouge et puis je mets mettre au feu. Quand ça devient blanc, après ça, je ramasse encore, je vais mettre dans l'autre barrique. Je mets payer soda, je vais le mettre dans l'eau pendant 3 jours avec sel. Si je mélange pendant 3 jours, que c'est refroidi. Moi, mais je ne fais pas. Je prends les garçons pour venir faire. C'est eux qui mélangent et c'est eux qui font. Un barrique à 5 000. On fait la récolte chaque fin de mois. Donc maintenant, les femmes s'en vont ramasser. On leur donne les graines. Pour faire savon, on ne leur donne pas le régime. On leur donne les graines. Puis on laisse, quand c'est bien mûr là, c'est les graines qui tombent. Les graines de palme, élément essentiel de la fabrication du savon Kabakro. Si les femmes n'en sont pas les productrices, elles s'illustrent dans sa transformation. Elles produisent en moyenne 30 tonnes de savon par mois, exportées vers les pays de la sous-région, l'équivalent d'un camion remorque. Aujourd'hui, la commande a doublé. Parce qu'aux années antérieures, on faisait au moins chaque 2 mois, chaque 3 mois un chargement. Mais aujourd'hui, on fait au moins 2 chargements par mois. À Diatokro, on fabrique du savon, mais pas que. Les femmes s'adonnent également à l'activité de transformation du manioc, tubercule à partir duquel on peut obtenir d'autres dérivés. Les gens payent pour faire gari, plakali, atieke, akumbe. D'autres même pour faire dokunu. On mélange avec maïs pour faire dokunu. Les femmes qui viennent payer avec nous, ils prennent ça à crédit. Souvent, pour avoir ton argent, même là, tu as des problèmes. C'est tôt le matin jusque tard dans la nuit et tous les jours que les femmes de Diatokro investissent le bord de la nationale A100 qui traverse le village de Naboisseau. C'est l'espace que leur a octroyé la chefferie de Diatokro pour transformer les graines de palme et le manioc. Un endroit que certains jeunes du village appellent ironiquement zone industrielle. C'est dans une dynamique de relèvement économique que chacune de ces femmes y trouve son compte. Chaque matin, on vient ici pour venir tailler manioc. Des fois, le couteau nous coupe, mais on travaille quand même. On est dessus. Si on gagne manioc, on épluche. Si on n'a pas gagné aussi, on s'en va à la maison. Le manioc est trop cher. La cherté du manioc en cette période de raréfaction de ce tubercule, objet de toutes les attentions, les transformatrices individuelles ou regroupées en coopérative, à l'exemple de l'Anaya de Diatokro, en subissent l'effet. Il faut débourser entre 235 et 260 000 francs CFA pour un chargement de bâcher, 70 000 francs CFA pour celui d'un tricycle. Quand on y ajoute la paye des journalières, comme les éplucheuses, les laveuses de manioc, sans compter le prix du broyage, selon les transformatrices, cela explique aujourd'hui pourquoi les produits dérivés du manioc sont devenus chers, à commencer par la pâte. Non, c'est pas facile même, parce que le manioc est trop cher. On n'a pas les moyens pour travailler.
elles ne se découragent pas pour autant. Les femmes transformatrices du Diatokro, de vraies battantes pour qui toute difficulté est un défi. Aujourd'hui, elles ont fait leur preuve et envisagent d'aller encore plus loin. Nous voulons un financement pour créer une chaîne de valeur pour le Plakali, même pour le savon Kabakourou. Parce qu'actuellement, nous travaillons archaïquement, avec nos forces. Nous les soutenons, les encadrons. L'exemple de Diatokro a inspiré. Elles envoient le Plakali au Sénégal, le Kabakourou au Burkina. Or, le Garba que les femmes font, ça ne peut pas être exporté. Parce que quand on veut exporter, il faut vraiment avoir du matériel adéquat pour pouvoir sécher la tchéké. Ayeno, un village voisin, dans le domaine de la tchéké, veut être ce qu'est Diatokro en matière de production de savon Kabakourou et de pâte de manioc. Une ambition qui passe par le regroupement de productrices en coopérative pour un meilleur écoulement de leur attiqué. Voilà, un excellent modèle de résilience présenté par Eugène Atoubé. On reste à l'intérieur du pays avec la 12e édition de la Nuit du Maracana à Dianra, dans la région du Béret. Plus qu'une simple compétition, ce tournoi annuel est devenu un symbole d'unité et de cohésion sociale, surtout de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. C'est ce que nous apprend Ami Sissoko. Dianra, région du Béret, finale de la 12e édition de la Nuit du Maracana. Plus qu'un simple tournoi, cette compétition symbolise l'union dans la région. La cérémonie a été marquée par des motions de soutien et de gratitude envers le chef de l'État Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement menées dans la région. Remercions le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la couverture du département au réseau électrique, le bitumage des axes routiers majeurs du département de Dianra. Nous, jeunesse du département de Dianra, lançons un appel pressant à la candidature du président, son Excellence Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle octobre 2025. Et l'assurance de notre soutien total. L'honorable Nyanga Djoumankone, député de Dianra et parrain de l'événement, a exhorté les populations à pérenniser ce tournoi en tant que creuset d'unité et de cohésion sociale. Je vais faire en sorte que la nuit du Maracana, qui réussit à rassembler tout le monde, je vais pérenniser ce rassemblement. Présidé par Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et membre du directoire du RHDP, la cérémonie a aussi mis en lumière les progrès réalisés sous le leadership du président Alassane Ouattara. Les motions qui ont été adressées, qui sont des motions de soutien à la candidature du président. Je veux saluer ces motions-là. Le président a commencé à nous répondre un peu, et qu'il est en pleine forme. Nous soutenons sa candidature et je suis heureux d'entendre Diarra soutenir la candidature du président. Après les éliminatoires entre 40 équipes, la finale de l'édition 12 de la Nuit du Maracana à Diarra oppose Yélétiélé en blanc à Espoir Foot de Diarra, avec une victoire de Yélétiélé, 1-0. Au-delà du sport, l'événement a aussi été marqué par des gestes de générosité. Le ministre Amadou Koulibaly a remis 2 motos au président des cantons Gbato et Nibi, des équipements sportifs, du matériel scolaire pour le lycée et le collège, ainsi qu'une enveloppe de plus de 6 millions de francs CFA. Et pour ces actions de développement en faveur de leur localité, les filles et fils du Woroba s'apprêtent à rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce sera le 22 février prochain à Séguéla. Les cadres se sont retrouvés dans la commune du Plateau pour parfaire l'organisation. Ahmed Traoré. En reconnaissance de ces actions en faveur du développement de la région, le district du Woroba rendra un vibrant hommage au président de la République. L'hommage prévu pour le 22 février 2025 à la place de la République de Séguéla rassemblera toutes les composantes sociales et politiques de la région. Ce sont plus de 20 000 personnes qui sont attendues pour cet événement républicain qui se veut inclusif et festif. La reconnaissance chez nous est une valeur cardinale. Elle est ancrée dans nos sociétés et nous savons dans les régions qui sont les nôtres, le Woroba, à savoir le Bafing, le Ourodougou et le Béret, où est-ce que nous étions il y a quelques années de cela, où est-ce que nous sommes aujourd'hui,
en matière d'infrastructure de mobilité, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'électricité, en matière d'hydraulique. Il était important pour nous de nous arrêter pour reconnaître donc les bienfaits qui ont été faits pour nous-mêmes et nos populations. Pour les populations du Haut-Roba, le président Alassane Ouattara est l'architecte du développement. C'est un défi qui nous est lancé. Il faut que la mobilisation soit totale. Il faut que nous montrons au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, tous les bienfaits qu'il a réalisés dans le Grand Haut-Roba. Le Haut-Roba a une superficie de 31 088 km² avec une population de près d'1,5 million d'habitants. Il est composé de 3 régions qui sont le Worodougou, le Bafing et le Béré. En politique, dans le cadre de sa tournée nationale, l'Union des enseignants du RHDP, UE-RHDP, s'est rendue dans la commune d'Atekoubé ce samedi. Elle a réaffirmé au coordonnateur principal du RHDP, Paulin-Claude Danho, son engagement à aller à la conquête de nouveaux militants. Khalil Diomandé. L'Union des enseignants RHDP se fixe le pari de faire adhérer la communauté éducative de la commune d'Atekoubé à l'idéologie du président Alassane Ouattara. Un engagement pris en présence du coordonnateur principal, Paulin-Claude Danho. Lorsqu'Alassane Ouattara arrivait au pouvoir en 2011, il avait 2 universités. Abidjan, Bouaké. Abouba et Djambé Nenga Abouba étaient annexes. Aujourd'hui, nous avons 9 universités en Côte d'Ivoire. De 2012 à 2024, il y a eu 608 collèges et lycées construits en Côte d'Ivoire. Le bilan d'Alassane Ouattara est tellement élogieux que nous, militants du RHDP, nous, militants de l'UE-RHDP, c'est nous qui devons porter le message. On dirait qu'à Atekoubé ici, on peut se dire que l'UE-RHDP est désormais très fort ici et en train de jouer un rôle prépondérant pendant les élections. Le président n'a pas à se déplacer. C'est nous, militants, à la base, qui devrons aller porter le message. Quartier par quartier, commune par commune, nous ne laisserons aucun mètre carré à l'adversaire. C'est pourquoi j'appuie votre initiative pour que le 25 octobre 2025, un seul nom nous aide à continuer pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, soit le président Alassane Ouattara. Avant l'étape d'Atekoubé, l'UE-RHDP était en opération séduction dans les régions du Poro, de l'Abagoué et du Tchologo. Elle ambitionne de sillonner toute la Côte d'Ivoire en vue de conquérir un nombre important de nouveaux militants pour le compte du RHDP. Les militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, des communes de Port-Boué, Koumassi et Treichville ont pris part ce samedi à un meeting à Marcory. L'élection présidentielle dans la paix, c'est le thème qui a été abordé par le président du parti, Laurent Gbagbo. Le reportage de Walter Amadou Ouattara et Adam Sangaré. Stade du quartier résidentiel dans la commune de Marcory. La tournée dénommée Kokoko du président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, mobilise militants et sympathisants de ce parti politique. C'est le directeur de cabinet du président du PPACI, Emmanuel Aka, qui plante le décor. Monsieur le Président, après avoir été investi par notre parti lors de la convention du 8 mai 2024, vous avez décidé de renouer le contact direct avec votre peuple pour partager avec lui votre projet pour une Côte d'Ivoire nouvelle, réconciliée avec elle-même. Vous démarrez cette série de visites par le district d'Abidjan et ses environs. Que faire pour une élection présidentielle apaisée? C'est le sujet principal abordé par Laurent Gbagbo. C'est facile d'avoir des élections dans la paix. Il faut que chacun exprime son point de vue et on circule librement. Le président du PPACI fait également des propositions. Si on veut que les élections se passent dans la paix, la tranquillité et la sérénité, il faut que les élections elles-mêmes soient organisées dans la clarté pour que nous sortions avec un pays en paix. Les militants PPACI de ce jour sont issus des communes de Port-Boué, Koumassi, Treichville et Marcory.
On aborde la page culture à présent, sélectionnée parmi une centaine de candidatures de jeunes peintres ivoiriens exposent leurs œuvres à la première édition de Toiles et Talents. À travers donc des toiles captivantes, ils explorent des thèmes profonds comme l'identité, l'histoire et les défis contemporains du continent africain. Le public est donc invité à découvrir ces tableaux dans les locaux d'Abidjan.net. C'est à Cocody, Ama Kadikone, Khalil Diomandé. Ils ont été sélectionnés parmi une centaine de candidats pour exposer leurs œuvres à la première édition de l'exposition Toiles et Talents. Ces jeunes artistes peintres proposent des toiles qui abordent des thématiques variées telles que l'identité, l'histoire et les défis contemporains de l'Afrique. Dans mon travail, on parle beaucoup de la femme noire, des cheveux, la culture, notre beauté, notre élégance. On est authentique, on n'a rien à envier au fait. On est belle. Mon travail est focalisé sur le retour aux sources et la promotion de la culture africaine. C'est pour cela, dans mes différentes œuvres, on obtient des personnages avec des yeux un peu globuleux, des bouches énormes, pour rappeler un peu la culture africaine. Cette première édition de Toiles et Talents ne se limite pas qu'à dévoiler des œuvres. Elle se propose également de promouvoir ces artistes au-delà des frontières ivoiriennes. Ce sera une opportunité pour eux de montrer leurs œuvres au grand public. C'est des gens qui n'étaient pas connus. Nous, notre rôle, c'est de les mettre à la lumière. Notre jeunesse est extrêmement innovante et cette exposition le reflète parce qu'elle met autour de nous d'abord des jeunes entrepreneurs. Elle met aussi en avant une plateforme extrêmement innovante dans laquelle chacune des œuvres se retrouve. Et puis elle met aussi en avant la créativité de nos jeunes artistes qui m'ont ébloui. Pendant 8 jours, les visiteurs pourront se laisser happer par cet univers où chaque trait, chaque nuance, chaque matière raconte une histoire. Dans l'univers du livre, Djonski Mampouya est en campagne pour la promotion de ses 3 œuvres. Agboville, Bouaké et Odiéné ont abrité la dédicace de ces 3 romans que nous découvrons dans ce reportage de Gervais Kwasi et Soro Corona. Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Le rôle d'un citoyen envers son pays. Tactique et procédé pour réussir une vente. Ce sont les 3 œuvres proposées au lecteur par l'auteur Djonski Mampouya Arpela Kenizel. L'écrivain vient d'achever une tournée de dédicaces des 3 romans dans les villes d'Agboville, Bouaké et Odiéné. Partout où il est passé, le public a réservé un bon accueil à l'écrivain qui dit participer à travers ses écrits au rayonnement social et économique de la Côte d'Ivoire. Il est essentiel pour l'avenir de notre pays que nous apprenons à la jeune génération qu'est-ce que c'est le respect de la chose publique. Parce que nous soyons élus, que nous soyons autorités ou citoyens lambda, le trait d'union est que nous sommes Ivoiriens et Ivoiriennes. Nous devons tous contribuer à pouvoir rendre notre pays un havre de paix où tous et toutes peuvent s'épanouir. Les amoureux de la lecture dont les plus chanceux sont ceux d'Agboville, Bouaké et Odiéné, qui ont eu non seulement l'insigne honneur d'échanger avec l'écrivain, mais aussi de voir dédicacer les œuvres, disent être éblouis par le style d'écriture et les thèmes abordés par Djonski Mampouya Arpela Kenizel. Ces 3 ouvrages sont de très belles factures et moi je pense qu'avec les titres déjà, c'est très alléchant. J'ai été beaucoup édifié, vraiment des œuvres, le contenu sur Dr Alassane Ouattara. En tout cas, le début est vraiment intéressant. Rendez-vous dans les librairies pour savourer les 3 œuvres de l'écrivain. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, les chefs de l'État, de l'EAC et de la SADC réunis ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie demandent un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est ressorti de ce sommet des présidents des organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Jusqu'ici, ces 2 blocs régionaux menaient des médiations parallèles, mais à l'issue de cette rencontre, elles ont réussi à s'accorder sur la position à tenir à propos de la situation
en République démocratique du Congo. Au point final, excellente nuit, Dieu nous garde. Bonsoir.